Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur les TV, mesdames, messieurs. Bonsoir. Le fan club Romuald Ouaddahi a organisé ce week-end une journée de réflexion stratégique dans le but d'élire le candidat Romuald Ouaddahi avec une photo de participation le 12 avril prochain. Les détails dans ce journal. Quelques jours après son installation, le président de l'Assemblée nationale, Joseph Ifamé Diogbenou, a initié une prise de contact avec le personnel parlementaire. Il en a profité pour leur faire ses exigences. L'opérateur économique et président de sa fondation éponyme Thierry Gandaro a offert des vivres au chef Delphin engagé dans un défi culinaire. Le compte rendu dans cette édition. Allô? Ah, je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Merci de nous préférer chez vous, mesdames, messieurs. Bonsoir. Le fan club Romuald Ouaddahi a organisé ce week-end une journée de réflexion stratégique. C'était l'occasion pour les responsables des 12 départements du Bénin de peaufiner des méthodes efficaces pour permettre d'élire le candidat Romuald Ouaddahi avec une photo de participation. Le reportage de cette journée avec une équipe de notre rédaction. Journée de réflexion stratégique du fan club Romuald Ouaddahi. Ce conclave qui a réuni les responsables du fan club des 12 départements du Bénin, s'est révélé important pour la bonne atteinte des objectifs. Après l'installation de nos structures au niveau des 77 communes, il est utile qu'on puisse se voir pour pouvoir faire le point, pour réfléchir par rapport aux attentes des populations, aux aspirations des populations pour pouvoir nous lancer dans la campagne. Avant de nous lancer dans la campagne, il faut s'asseoir pour savoir quelle méthodologie nous allons adopter. Aujourd'hui, le chef d'État, Patrice Talon, nous a donné la preuve qu'il nous a donné quelqu'un qui a appris et quelqu'un qui connaît, qui a fait ses preuves pendant 10 ans. Et c'est notre idole, Romuald Ouaddahi. Donc nous devons mettre cette candidature en valeur. C'est pourquoi nous travaillons. Et il faut qu'on puisse réfléchir avant de descendre sur le terrain. Parce que les pré-campagnes, c'est dans quelques jours. Plusieurs thématiques ont été abordées lors de cette assise. Gestion électorale pour élever le taux de participation, mise en place de stratégies organisationnelles, de mobilisation, en sont quelques-unes. C'est une journée qui vient à point nommé. Parce que si on ne fait rien, ça ne va pas honorer notre pays. Il faut que le Bénin fasse partie des nations qui voient leur taux de participation élevé. Parce que de façon générale, dans le monde, quand vous voyez le taux moyen de participation, ça tourne autour de 64-70%. Quand chez nous ici, on est à 37%, ce n'est pas bien. Et on se regroupe aujourd'hui pour voir les stratégies à mettre en œuvre pour une participation plus massive des électeurs le 12 avril prochain. Pour les participants, cette retraite stratégique était une nécessité que le fan club Romuald Ouaddahi, avec la vision de son coordonnateur national, Joël Alagbé, a assouvi. Je pense que nous sommes sur la bonne voie parce que c'est quand même important que nous puissions trouver de belles stratégies pour pouvoir élever le taux de participation des votants. Par rapport à la journée d'aujourd'hui, nous avons surtout mis l'accent sur les primo-votants, les femmes et les artisans. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Ce sont de très belles stratégies pour pouvoir augmenter le taux de participation aux élections prochaines. Cette rencontre vient à point nommé pour essayer de définir les bases d'une communication politique et également de définir également les stratégies à mettre en place pour aller en campagne. Par exemple, définir les thèmes de campagne,
mettre en place un budget qui va nous permettre d'aller faire campagne et pour soutenir et porter en triomphe notre champion Rumia Wadaye. Porter le taux de participation à la présidentielle 2026 à 75%, une mission à laquelle le fan club Romuald Wadaye s'attelle avec dévouement. Et déjà, une adhésion importante s'est manifestée, celle du parti Unité du Bénin. Après ce conclave de réflexion, le fan club Romuald Wadaye se lance sur le terrain de la mobilisation pour l'atteinte de ses objectifs. À quelques encablures des prochaines échéances électorales, la mobilisation s'intensifie à Paracoulé. Le réseau des Amis de Wadaye a réuni ce week-end une foule impressionnante pour appeler les citoyens à faire entendre leur voix dans les urnes. Le compte rendu avec une équipe de notre rédaction Esaü TV Parakou. Jeunes, femmes et personnes âgées ont effectué le déplacement, répondant ainsi massivement à l'appel du président du réseau des Amis de Romuald Wadaye, Curias Radonou. Objectif, sensibiliser sur la nécessité de participer aux différentes élections et défendre le choix du duo candidat Wadaye Talata pour la présidentielle d'avril 2026. Le Bénin n'est pas une mosaïque dispersée. Il est indivisible, solidaire et fraternel, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est ce qui justifie l'élan indéfectible du réseau des Amis de Romuald Wadaye qui porte la vision d'un espoir commun, une vision partagée, incarnée par cet homme de rigueur, de compétence et d'engagement au service de tous. Les élections présidentielles d'avril prochain dans notre pays, le Bénin, nous interpellent et je voudrais vous inviter, chers participants, à retenir une seule date, le 12 avril. Le 12 avril 2026, que faut-il faire? Je vous invite à ne pas rester spectateurs de l'histoire, soyons acteurs, soyons responsables, soyons unis. Le 12 avril, levons-nous tôt. Allons voter dans le calme, la paix et la dignité. Chers électeurs, chers militants, chers jeunes, vous représentez l'avenir de notre pays. Votre participation active est indispensable. Ensemble, nous pouvons bâtir un Bénin fondé sur la justice, la paix, la solidarité et la prospérité partagée avec Romuald Wadaye. Dans sa communication, le Dr Ghislain Radonou a rappelé que voter est un droit constitutionnel, mais aussi un devoir citoyen, une approche appréciée par les participants. Pourquoi cette sensibilisation? Vous savez, pourquoi est-ce que les gens ne votent pas? Je vais zoomer sur deux raisons. Il y a des personnes qui ne votent pas parce qu'ils se disent pas négligence. Vous voyez un peu? Donc il faut rappeler à chacun qu'il n'y a pas de petites actions. Toutes les actions comptent. Il y en a qui se disent même si je ne vote pas, c'est rien. Ils vont porter le candidat devant. Ah non, si tu ne votes pas, c'est que tu n'as pas exprimé ton droit de vote. Tu n'as pas dit qui est-ce que tu veux pour qu'on te dirige. Donc il est très très important de voter. C'est pour ça qu'on a initié cette sensibilisation-là. Le droit de vote, vous savez très bien, c'est un droit qui donne l'éligibilité d'abord à tout citoyen béninois vivant sur l'ensemble du territoire béninois, être né d'un père ou d'une mère béninoise. Mais le plus important, quand nous avions le droit de vote, il est nécessaire, pour ne pas dire il est obligatoire d'aller porter son suffrage le jour même du vote. L'objectif que nous poursuivons, c'est qu'il soit élu à un taux de près de 80% des suffrages. C'est ce que nous voulons et c'est ce qui va se passer par la grâce de Dieu. Clôturant les interventions, le président du réseau, Curias Radonou, a exhorté les participants à devenir des ambassadeurs du message dans leur quartier et communauté. Sachez que la jeunesse béninoise a un rôle central à jouer. Par son dynamisme, son sens de l'innovation et son engagement citoyen, elle peut contribuer à informer, sensibiliser et accompagner les générations précédentes et actuelles sur les droits
et devoirs liés au vote. La rencontre s'est achevée dans une ambiance festive avec la prestation de Alpha Mime venu égayer le public. À Parakou, le message est clair. La participation électorale est au cœur des priorités et la mobilisation ne fait que commencer. Je l'ai annoncé à l'entame de cette édition, l'opérateur économique et président de sa fondation éponyme Thierry Gandaro a offert des vivres au chef Delphin engagé dans un défi culinaire. La remise de dons s'est tenue au Majestic Cinéma Canal Olympia ce week-end avec une équipe de notre rédaction. Allons suivre de près le déroulement. Thierry Gandaro, il n'est pas seul, il est accompagné. 10 sacs de riz de 25 kg, 10 cartons d'huile de 5 litres, 20 cartons de spaghettis, 20 cartons de coquillettes, 10 cartons de tomates en boîte, 10 cartons de petits pois. Un important don de la Fondation Gandaro Thierry, pensé pour soutenir efficacement le marathon culinaire du chef Delphin. Par ce geste altruiste, le philanthrope Thierry Gandaro, patron de Tigan Bénin et Tigan France, directeur de sa fondation éponyme, réaffirme non seulement son engagement envers les initiatives locales ambitieuses, mais aussi son désir de voir s'élever les talents qui font rayonner le pays. Permettez-moi, au nom de la Fondation Gandaro Thierry, soutenue par Tigan France et Tigan Bénin, et au nom de mon PDG Thierry Bidog-Bessi Gandao, ici à mes côtés, d'exprimer toute notre admiration et tout notre soutien au chef Delphin. Cette performance n'est pas seulement un exploit gastronomique, elle est une proclamation éclatante de courage, de discipline et de fierté nationale. Je voudrais également faire un clin d'œil respectueux au président de la Fondation Gandaro Thierry, dont l'engagement social constant rend possible des initiatives comme celle-ci. Cette fondation démontre par l'action que le développement n'est pas seulement l'affaire de l'État, bien sûr, mais aussi celle d'acteurs responsables et altruistes qui aiment profondément leur pays. Le chef Delphin, engagé dans un défi culinaire hors norme de 25 jours, au Majestic Cinéma, bénéficie ainsi d'un appui logistique essentiel à la poursuite de son exploit. Ce geste de solidarité a été vivement salué par le comité d'organisation chargé de superviser cette tentative de record estampillé Guinness World Record. Nous tenons à remercier M. Thierry Gandaro pour ce geste patriotique. Nous sommes vraiment reconnaissants, nous sommes très contents d'avoir une telle personnalité parmi nous, de le recevoir et de recevoir son geste. Nous sommes vraiment très contents de cela et que Dieu le rende au centuple. Ces vivres nous seront vraiment utiles parce que nous en avons besoin, surtout que c'est un marathon culinaire, c'est la cuisine. Nous avons forcément besoin de ces vivres-là pour pouvoir cuisiner et les offrir aux orphelins. Parce que, comme rappel, nous défendons une cause et notre cause, c'est la bataille pour les orphelins. Donc ces vivres seront préparés par le chef qui seront distribués dans les différents orphelinats. Dans un appel galvanisant, le groupe Tigan a exhorté la population à accompagner massivement le guépard des fourneaux dans la réalisation de ses objectifs. Selon lui, ce défi n'est pas seulement celui d'un homme, mais celui d'une nation tout entière, prête à montrer au monde la puissance de sa détermination, de son endurance et de son génie culinaire. Je voudrais saluer avec gratitude toutes les populations sorties pour l'encourager et inviter chacun à continuer de venir massivement le soutenir. Car ce défi, tout comme l'initiative remarquable portée par l'Amazone en chef, Quête son nom, il y a quelques jours, hisse haut les couleurs du Bénin. Ces actions grandissent le pays. Elles le projettent sous un jour nouveau, conquérant et inspirant. C'était également l'occasion pour le directeur de Tigan France, séduit par la transformation en cours au Bénin, d'inviter la population à se mobiliser derrière le chef de l'État Patrice Talon pour la continuité de ses œuvres. Dans la dynamique du progrès, il importe de préserver la continuité et d'améliorer ce qui doit l'être. À cet égard, la candidature du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wagdagny, à la présidentielle prochaine, mérite attention. Elle incarne une continuité lucide, capable d'affiner les acquis, de corriger les ratés du passé et de poursuivre l'œuvre de modernisation avec rigueur.
Pour rappel, Delphin Agbetogan a entamé ce marathon culinaire le 16 février dernier. Un défi de 600 heures de cuisine sans interruption, une performance qui requiert une discipline exceptionnelle, une résistance physique remarquable et un mental d'acier. S'il parvient à aller au bout, il deviendra le premier homme à inscrire son nom dans cette catégorie de records, ouvrant ainsi la voie à d'autres talents du continent. Ce challenge, au-delà de la performance technique, se veut un symbole d'audace et de persévérance, et le public suit avec admiration chaque étape de cette aventure hors du commun. Dans un autre registre, à présent, une nouvelle page s'est ouverte au sommet de l'administration parlementaire béninoise. Le 16 février dernier, dans la salle polyvalente Antoine Edikola-Rolé du Palais des Gouverneurs, les nouveaux membres du cabinet du président de l'Assemblée nationale, Joseph Fifame Djogbenou, ont officiellement pris fonction. À leur tête, le nouveau directeur de cabinet, Abou Torou, désormais chargé de coordonner l'action administrative et politique autour du président de l'institution. Retour sur la cérémonie de passation de charge avec nos confrères de la télévision Hémicycle. Ce sont les premiers visages du cabinet du nouveau président de l'Assemblée nationale. D'abord, Abou Torou, un nom déjà connu sous la 9e législature en tant que député et qui revient cette fois-ci en qualité de directeur de cabinet. Il remplace Mathieu Aronsou qui aura passé cette année au service de l'institution aux côtés de l'ancien président Louis Gbéounou Vlavonou. Cette année, que l'ancien directeur de cabinet quitte avec gratitude. Je prends la parole en ce moment pour remercier Dieu. Il a été toujours présent dans tout ce que je suis, tout ce que j'ai été. Je le remercie infiniment. Et après lui, je remercie le président Louis Gbéounou Vlavonou qui a accepté de faire la volonté de Dieu en l'écoutant et en me nommant. Pendant 7 ans, j'ai travaillé ici dans une ambiance que je voudrais souhaiter à tout le monde. Une ambiance de franche collaboration, d'amitié sincère, ce qui a rendu la tâche toujours facile. Mathieu Aronsou quitte officiellement ses fonctions de directeur de cabinet. Il entend tout de même ne pas marchander sa disponibilité et son expérience à ses collaborateurs d'hier. Je félicite l'honorable Torou Abou, nouveau directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Je me mets à partir de maintenant à la disposition de vous tous pour apporter ce que je sais faire. Collaborateur immédiat de Mathieu Aronsou, désormais ancien directeur adjoint de cabinet, passe aussi le témoin. Il rend hommage à l'ancien président de l'Assemblée nationale qu'il avait appelé à ses côtés. En cette circonstance, je voudrais exprimer toute ma gratitude au président Louis Gbéounou Vlavonou. À ce grand homme, cet homme d'État, je voudrais particulièrement dire un sincère merci pour m'avoir gardé à ses côtés pendant 2 législatures. Qu'il trouve ici l'expression de ma profonde reconnaissance pour la confiance qu'il m'a faite. Je voudrais en cette solennelle occasion vous dire, chers collègues, toute ma satisfaction au regard de la collaboration que nous avons vécue et surtout mon admiration pour les résultats obtenus qui ont fait rayonner l'Assemblée nationale et son président au-delà de nos frontières. Prenant le relais, Abou Torou, le nouveau directeur de cabinet, s'est voulu rassurant, affirmant sa totale disponibilité au service de l'institution et du personnel parlementaire. Une main tendue également vers son prédécesseur, dont il sollicite déjà l'accompagnement. Je voudrais très sincèrement remercier le professeur Joseph Fifame Djogbenou pour sa grandeur d'esprit et surtout pour l'immensité de la confiance qu'il a eue en moi. Je sais compter sur tous ceux qui sont ici et à présent je vous dis que je suis disposé pour vous. Vous qui êtes ici les collaborateurs, vous qui êtes les députés, vous qui êtes hors même de cette maison, je n'ai aucune inquiétude, je n'ai aucune crainte par rapport à la réussite de cette mission. Mon grand frère DC, vous êtes pour moi à portée de main. Lorsque j'en aurai besoin, je vais tendre ma main et vous serez là. Christian Parfait Aoyo accompagnera le nouveau directeur de cabinet en tant que son adjoint. Le nouveau directeur adjoint de cabinet se dit prêt à relever les défis liés à sa nouvelle mission.
En cette circonstance, lorsqu'on a eu le message de ces responsables hiérarchiques et de celui chez qui on veut prendre la main, on n'a qu'un seul mot. Merci. Merci pour le Tout-Puissant. Merci pour le président Louis Gbéou Vlavonu. Merci pour le directeur de cabinet et son adjoint. Merci pour tous les collègues CTCM. Merci pour tous les directeurs techniques. Monsieur le commandant militaire, je suis au vu, comme j'ai l'habitude de le dire. Mesdames et messieurs les députés, merci. Au-delà des témoignages de gratitude, cette cérémonie a également été l'occasion pour d'autres membres du cabinet du professeur Joseph Djogbenou de prendre service. Il s'agit de Kossi Antoine Louis Djedou et Igor Alignon Boko, tous deux assistants du président de l'Assemblée nationale. Je voudrais particulièrement remercier le président de l'Assemblée nationale, le professeur Joseph Djogbenou, qui a su placer sa confiance en moi. Et je voudrais prendre un engagement devant tout le monde ici, que ensemble nous allons relever le défi qui nous attend. Et pour relever ce défi, je nous invite à un travail collégial pour que nous puissions réussir notre mandat. Je voudrais remercier le président. Il a constaté une certaine qualité en ma modeste personne et a dit quittez la mairie d'Abomey, suivez-moi pour aller à l'Assemblée. Encore une fois, je lui dis merci. Je ne trahirai pas sa confiance. Et tous ceux avec qui je vais travailler, le DC, le directeur adjoint de cabinet, les collaborateurs, les secrétaires, tous ceux qui sont à l'Assemblée ici, sachez que je ne suis qu'un serviteur inutile. Je suis toujours prêt à servir. Chargé de présider cette cérémonie, Mariano Ogutolu, secrétaire général administratif de l'Assemblée nationale, accueille les nouveaux venus. Au directeur entrant et à son adjoint, ainsi qu'aux autres qui ont bénéficié de la confiance du président de l'Assemblée nationale, je présente mes sincères félicitations pour votre nomination. Je voudrais vous rassurer de la disponibilité de l'administration parlementaire à vous accompagner dans vos missions de collaborateurs immédiats du président de l'Assemblée nationale en vue du succès de sa mission et de celle des députés de la 10e législature de façon générale. Une passation de charge qui ouvre la voie à une continuité dans l'excellence au service de l'Assemblée nationale. Restons toujours au palais des gouverneurs. La matinée du jeudi dernier a été consacrée au personnel de l'administration parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale, Joseph Djogbenou, a rencontré l'ensemble des travailleurs lors d'une série d'échanges à la fois conviviale et empreinte de fermeté. Cette rencontre visait à rappeler à chacun l'importance de son engagement et de son sens des responsabilités pour assurer le bon fonctionnement de l'administration parlementaire. Suivons ensemble le reportage que nous proposent nos confrères de la télévision Hémicycle. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Une matinée tout entière dédiée au personnel administratif de l'Assemblée nationale. C'est le premier temps fort de l'agenda du professeur Joseph Fifame Djogbenou, qui, dès son élection à la tête de l'institution, est devenu ipso facto son premier répondant. À son appel, tout le personnel civil a répondu présent ce mercredi 18 février 2026 à l'hémicycle. Si cette salle de délibération est le théâtre par excellence des députés dans leurs fonctions, la responsabilité de l'administration parlementaire n'est pas moins engagée dans ce qui s'y déroule, relève le président. Si l'Assemblée nationale est le pouvoir, exerce le pouvoir législatif, c'est le personnel qui l'appuie, qui mobilise les moyens dans l'exercice de ce pouvoir. Si nous avons des lois de qualité, c'est à cause du personnel. Si nous avons des lois de moindre qualité, c'est encore à cause du personnel. Il est important de vous saluer. C'était l'occasion pour le président de l'Assemblée nationale de découvrir les magnons de cette administration qu'il dirige. Chaque directeur est passé présenter son département et le rôle qu'il joue dans la chaîne administrative. Une chaîne que l'autorité parlementaire souhaite plus solide et plus efficace au service d'une institution hautement politique, oui, mais une administration qui doit rester dans son rôle. L'administration n'est pas partisane.
vous n'êtes en tant que tel, en tant que membre de l'administration parlementaire, en tant qu'incarnant l'administration parlementaire, vous n'êtes ni Union progressiste renouveau, ni Bloc républicain. Vous êtes au service de la nation. Et vous êtes au service du Parlement. Si l'administration parlementaire n'est pas partisane, elle est nécessairement impartiale. Nous allons veiller à cela. Nous allons veiller à cela. Il arrive que quand une nouvelle majorité s'installe, tous les membres du personnel veulent s'afficher comme étant membres de cette majorité. Vous n'avez pas besoin de le faire. D'autant par ailleurs que ça ne vous apportera rien du tout. Ici, l'étiquette politique ne sera pas un ascenseur professionnel. La rigueur sera de mise en tout, martèle le président Djogbénou. La ponctualité. C'est la règle essentielle. Je le dis aussi bien à votre égard qu'à l'égard des membres du cabinet. Si une réunion commence, vous êtes en retard, restez à la porte. Si une réunion commence, vous êtes en retard, restez à la porte. On saura que vous êtes absent, quel que soit le type de réunion. Si je la préside, c'est encore plus grave. Je n'admettrai aucune entrée quand je suis là. La ponctualité, c'est la règle des aristocrates. Nous sommes dans l'enceinte de l'aristocratie, de l'élégance républicaine. Être rigoureux et assidu, ce sont les critères qui guideront notre action à votre égard, s'il plaît à Dieu, pendant les années à venir. Le temps est ainsi donné, à bon entendeur. Et je passerai de bureau en bureau. Je l'annonçais plus tôt, le président de l'Assemblée nationale a entamé dans la matinée du jeudi dernier une série de rencontres avec le personnel de l'administration parlementaire. Cette série de rencontres a d'abord démarré par une audience accordée par l'autorité parlementaire au bureau exécutif du syndicat autonome du personnel de l'Assemblée nationale, SINAPA. Le compte rendu de la séance dans cet élément que nous propose la rédaction de la télévision Hémicycle. Avec le professeur Djogbénou, Joseph, nous avons eu l'honneur d'être reçus donc en échange par l'autorité qui vient d'être élu président de l'Assemblée nationale pour le compte de la 10e législature. Nous sommes la première structure de l'Assemblée nationale à être reçue par son Excellence. Je voudrais déjà remercier le président de l'Assemblée nationale pour cet honneur parce qu'il a compris très rapidement qu'il faut établir une passerelle entre lui et le personnel parlementaire. C'est comme ça qu'il faut traduire cette volonté de discuter déjà avec nous. Il ne faut pas perdre de vue également que le président de l'Assemblée nationale est la première autorité de l'Assemblée nationale et du personnel. C'est le premier responsable de l'administration parlementaire. Et donc à cette occasion, il a prodigué de conseils au personnel, appelant donc à un sens de responsabilité aiguë, au travail bien fait, à la discipline, à la présence au poste, à la ponctualité, tout ce que nous devons faire au mieux pour bénéficier donc de toute l'attention du président de l'Assemblée nationale et du bureau de l'Assemblée nationale. D'ores et déjà, il nous a garanti de son appui, de toute l'attention qu'il faut, à condition bien entendu donc que nous fassions de notre mieux pour satisfaire à nos exigences de travail. Voilà un peu ce dont il a été question. Nous nous sommes engagés à passer le message aux syndiqués, au personnel parlementaire pour que dans les jours à venir, en cas de contrôle, en cas de visite de l'autorité, eh bien qu'il trouve en place un personnel assidu, disponible, ponctuel, remplissant convenablement ses fonctions.
Comme à l'accoutumée, le Conseil des ministres s'est tenu le 18 février dernier au Palais de la Marina sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. À l'occasion, plusieurs décisions importantes ont été prises. Suivons ensemble Wilfried Léon Hongbeji sur l'ensemble des décisions prises dans le registre des mesures normatives. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord instituant la Facilité africaine de soutien juridique. Cette entité a été créée au lendemain des crises de la dette survenues au cours des années 1980-1990. Celles-ci ont mis en évidence les faiblesses juridiques et techniques des États africains dans la résolution des litiges commerciaux ruineux avec les créanciers privés. D'une part, elle opère comme une organisation internationale qui fournit des conseils juridiques et une assistance technique aux pays africains dans le cadre de la négociation de transactions commerciales complexes, de litiges avec les créanciers et du renforcement des capacités des gouvernements africains. D'autre part, elle développe et propose des ressources et publications connexes axées sur le savoir avec pour objectif de promouvoir des accords équitables, bancables et durables qui apportent de la valeur ajoutée tout en protégeant leurs droits souverains. En y adhérant, le Bénin aura l'opportunité de participer à sa gouvernance, de bénéficier de l'accès préférentiel aux services et aux bases de données de connaissance de l'institution, puis de recourir à ses panels spécialisés. Les ministres chargés de l'économie et des finances, puis de la justice, veilleront au bon aboutissement de la procédure législative y relative. En point 2, création de l'Agence nationale de lutte contre la malaria et les moustiques. En dépit des efforts soutenus, la malaria reste endémique avec des conséquences économiques, sociales et sanitaires graves. Elle constitue l'une des premières causes de morbidité et de mortalité, particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. C'est pourquoi le gouvernement fait de son éradication une priorité de premier plan s'agissant des questions de santé publique. Pour favoriser une plus grande efficacité de son action, notre pays se dote d'un instrument spécialisé, souple, autonome et réactif, chargé de conduire une lutte coordonnée, innovante et intégrée contre la malaria et les moustiques. Ainsi, la présente agence sera notamment chargée de concevoir, mettre en œuvre et évaluer les programmes de démoustication, renforcer les actions de prévention et la lutte contre la malaria, réduire l'incidence et la mortalité liées aux maladies transmises par les moustiques, promouvoir la recherche et l'innovation dans le domaine de la lutte antivectorielle, sensibiliser les populations sur les comportements préventifs et les traitements curatifs, appuyer les collectivités locales dans la gestion des nuisances liées aux moustiques, collaborer avec les partenaires nationaux et internationaux, publics et privés, dans le cadre de sa mission. Pour ce faire, le Conseil en a approuvé les statuts et instruit les ministres concernés de veiller à son opérationnalisation diligente. Ont été par ailleurs adoptés au titre de ces mesures les décrets portant modification de l'article 10 des statuts du Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins, BUBEDRA, déclassement d'une portion du domaine public maritime dans le cadre de l'aménagement de la route des pêches, ainsi que le décret fixant les conditions de circulation des véhicules de transport et de préservation du patrimoine routier national en République du Bénin. Suivons à nouveau Wilfried Léon Hongbeji, porte-parole et secrétaire adjoint du gouvernement, qui nous donne plus d'explications sur les décisions prises dans le registre des communications. Au chapitre des communications, en point 1, mission de contrôle technique et de réalisation de l'étude d'impact environnemental et social du projet de construction du resort urbain et balnéaire de Avlo à Grand Popo. Il s'agit d'un projet destiné à promouvoir une offre balnéaire haut de gamme, développée dans une approche résolument orientée vers l'écotourisme. Pour garantir la qualité et la durabilité des ouvrages, ainsi que la préservation de l'écosystème côtier, il convient, en plus des études architecturales et techniques en cours, de réaliser une étude d'impact environnemental et social aux fins de garantir la bonne conduite du chantier en conformité avec les normes requises. En point 2,
mission de contrôle technique dans le cadre de la construction de bureaux au profit des services de la Direction générale des impôts. La réalisation de ces infrastructures ayant été déjà autorisée par le Conseil des ministres, le recours à un bureau de contrôle technique dès la phase d'avant-projet détaillé permettra notamment de s'assurer du respect des conditions de construction et de sécurité des personnes dans les bâtiments recevant du public. Le cahier des charges du cabinet intègre principalement l'audit préalable et la solidité du bâtiment à achever et les préconisations à prendre avant le démarrage des travaux, dont la sécurité des personnes, le fonctionnement des dispositifs techniques, la vérification des installations électriques avant mise sous tension, l'accessibilité des constructions pour les personnes à mobilité réduite. Le Conseil a marqué son accord pour la formalisation diligente du marché avec le cabinet retenu. En point 3, organisation des intérims des ministres élus députés. Faisant suite à leur élection comme députés au titre de la 10e législature, les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, puis du tourisme, de la culture et des arts, ont exprimé au chef de l'État leur volonté de siéger à l'Assemblée nationale en se conformant ainsi aux prescriptions légales. Le président de la République en a pris acte et désigné les intérimaires ainsi qu'il suit. Le ministre de la Santé assurera l'intérim du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le ministre de l'Industrie et du Commerce sera chargé du portefeuille du tourisme, de la culture et des arts. Au chapitre des mesures individuelles enfin, à la présidence de la République, Mme Aimée Justine Azon Aboudou est nommée chef de cabinet de la vice-présidente de la République. Je vous remercie. À Abomey-Calavi, le 20 février dernier, le paysage politique a enregistré un nouveau mouvement stratégique. Le mouvement Nouveau Citoyen a officiellement annoncé son adhésion à la plateforme Bénin Uni et Solidaire BUS, une initiative portée par les responsables de coordination du parti d'opposition, les démocrates. À travers cette démarche, les initiateurs entendent fédérer les énergies et renforcer la dynamique d'unité autour des idéaux et solidarité et d'engagement citoyen. Retour sur cette activité avec une équipe de notre rédaction. Si quelqu'un veut s'opposer à ce mariage, qui se manifeste maintenant, qui se présente jamais. L'hôtel HP de Godomé a servi de cadre ce vendredi à la déclaration d'adhésion à la plateforme BUS, dans le cadre de l'opération BUS chez vous, une initiative portée par le mouvement Renouveau Citoyen, composé des responsables de coordination du parti, les démocrates. Il ne s'agit pas d'abandonner notre identité, mais de l'insérer dans une vision plus large au service du bien commun. À nos partenaires de la plateforme Bénin Uni et Solidaire, nous disons, nous marchons désormais ensemble. Nous travaillerons dans le respect, la concertation et la loyauté. Militants, sympathisants ont répondu présents pour officialiser leur engagement au sein de la plateforme BUS, présentée comme un creuset d'action citoyenne et de renforcement de la dynamique politique à la base. Ces passagers qui entrent aujourd'hui dans le bus pour la destination, une nouvelle destination où il y aura solidarité, il y aura unité dans ce pays, c'est que ceux-là sont des gens spéciaux. Une fois encore, je vous demande de les acclamer. Au-delà de l'acte d'adhésion, la rencontre a été marquée par des échanges sur les perspectives organisationnelles et les stratégies de mobilisation à l'approche des prochaines échéances électorales. Danse, chant, animation ont également meublé la séance. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance conviviale, avec l'engagement renouvelé des participants à œuvrer pour le rayonnement du mouvement et le renforcement des actions de développement. Le renouveau citoyen, jusqu'à la gare, jusqu'à
jusqu'à la gare avec le bus. Le compte à rebours est lancé pour la présidentielle du 12 avril 2026 et à Cotonou, le balai diplomatique s'intensifie autour des institutions de régulation. Le siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a reçu la délégation de la National Democratic Institute, NDA, accompagnée de l'ancien président capverdien Carlos Fonseca. Le docteur Christopher Fomouyo est venu prendre le pouls du paysage médiatique béninois au menu des discussions avec le président Edouard Kokouloko, l'accès équitable des candidats aux médias et le défi de la régulation des réseaux sociaux. Le point des échanges avec nos confrères de Canal 3 Bénin. De venir à la HAC, qui est une institution constitutionnelle et qui joue un rôle vraiment capital, un rôle primordial dans l'organisation du scrutin, dans la gestion même des espaces de liberté par rapport à la communication. Il était donc important que la délégation vienne à la source s'informer davantage sur les dispositions que la HAC est en train d'envisager pour que les médias, les journalistes, les professionnels des médias puissent aussi contribuer de leur manière à la bonne organisation des élections. Je peux dire que, comme vous avez dû le constater, l'entretien a été très riche, très fructueux. Nous sortons d'ici avec des idées assez concrètes sur la manière dont la HAC joue son rôle et quant à la contribution également que la HAC continue d'apporter pour que la démocratie béninoise continue à briller comme ça a été toujours le cas par le passé. Il vous souvient que le Bénin a été le tout premier pays africain à organiser une conférence nationale qui a réussi sa transition démocratique dans les années 90. Et le choix, l'espoir des Béninois que nous avons rencontrés, mais aussi des autres Africains comme moi et d'autres membres de la délégation, est que notre espoir est que le Bénin va continuer à jouer son rôle de leadership dans la sous-région et sur notre continent. Le dôme du Sofitel Marina Hôtel de Cotonou a servi de cadre dans la matinée du 16 février dernier à la cérémonie d'ouverture des 21e assises statutaires de l'Association africaine des hautes juridictions francophones, couplé à un colloque international organisé autour du thème central la protection juridictionnelle des droits fondamentaux en contexte de crise sécuritaire. Cet événement, organisé par la Cour suprême du Bénin, dont le président Victor Adossou assure la présidence du bureau du conseil de l'administration, a réuni les présidents et membres des hautes juridictions africaines, dont le président de l'Assemblée nationale, Joseph Fifame Djogbenou, à télévision hémicycle pour la cérémonie d'ouverture. Le président de l'Assemblée nationale, tout oui à l'ouverture des 21e assises statutaires de l'Association africaine des hautes juridictions francophones ce 16 février 2026 à Cotonou. Si le thème du colloque auquel ces assises sont consacrées interpelle l'institution qu'il dirige, il est aussi d'intérêt pour le professeur titulaire agrégé des facultés de droit qui incarne l'autorité de cette institution. Professeur Joseph Fifame Djogbenou, à la tête de la délégation de l'Assemblée nationale, a donc honoré l'invitation de l'association dont son homologue de la Cour suprême préside le bureau du conseil d'administration. Les travaux de Cotonou que vous honorez de votre présence s'ouvriront sous un terme qui nous a paru d'actualité. Il porte sur la protection juridictionnelle des droits fondamentaux en contexte de crise sécuritaire. Victor Hugo, dans 1993, met en scène Danton, déclarant avec fougue, je cite, « Il n'y a qu'une urgence, la République en danger. Pour cela, tous les moyens sont bons. » Fin de citation. Mais si la République est en danger, ne doit-on pas, précisément, en ce moment critique, préserver ce qui la fonde, la liberté des citoyens et l'état de droit? L'urgence dont parle Victor Hugo
celle qui paralyse le fonctionnement quotidien de la cité, ne saurait jamais devenir un blanc-seing justifiant l'effacement durable des droits fondamentaux. Des mots de bienvenue aux allures d'une conférence inaugurale. De quoi camper le décor et fixer les objectifs assignés à ces assises. Les réflexions croisées de notre colloque permettront, en termes d'objectifs, d'examiner les jurisprudences nationales et régionales rendues en la matière, les innovations normatives et doctrinales, les bonnes pratiques observées dans l'espace francophone, les voies de renforcement d'un contrôle juridictionnel efficace et accessible. Partenaire de toujours, l'Organisation internationale de la francophonie se tient à nouveau aux côtés de l'Association africaine des hautes juridictions francophones pour ses assises statutaires. Ouvrant les travaux au nom du président de la République, la vice-présidente salue le rôle clé de l'Association africaine des hautes juridictions francophones sur le continent. Les initiatives engagées ces dernières années, fondées sur l'échange d'expériences, la formation et la réflexion doctrinale, ont permis à l'Association africaine des hautes juridictions francophones d'affirmer progressivement sa place comme un cadre de référence pour une justice indépendante, crédible et accessible. Cette dynamique collective, portée par l'ensemble des hautes juridictions membres, augure d'un rayonnement accru de l'association au service de nos peuples et de nos institutions. Le thème du colloque est plus que d'actualité, renchérit-elle. À la problématique qu'il pose, la vice-présidente compte sur la capacité d'arbitrage des sachants réunis. La protection de la vie, la préservation de la stabilité, de l'intégrité de l'État et la sécurité des populations et la garantie des droits individuels, de la dignité humaine, des libertés publiques et la préservation de l'État de droit. Ce défi appelle un arbitrage équilibré, réfléchi et responsable. Un arbitrage que seules les hautes juridictions sont appelées à conduire, à gérer techniquement, professionnellement. Vous êtes donc, chers responsables ici présents, par essence, le rempart contre l'arbitraire, les gardiens de la Constitution et l'interprète suprême des principes fondamentaux. Les travaux de ces 21e assises statutaires de l'Association africaine des hautes juridictions francophones durent 3 jours. À peine installé dans ses fonctions, le nouveau maire de la commune de Sakété, Alexis Onuyogou, s'est rendu au Haut Conseil des sages. À cette occasion, Firmin Biokou, porte-parole de l'institution, lui a personnellement adressé les félicitations du conseil ainsi que les recommandations et conseils pour la réussite de son mandat. Il est au micro d'une équipe de la rédaction de Esaü TV. Au nom de toute la communauté et à mon nom personnel, nous adressons nos sincères félicitations à vous, Monsieur le maire Onuyogou, ainsi qu'à l'ensemble de votre équipe pour la confiance que le peuple vous a accordée. Cette investiture n'est pas seulement l'aboutissement d'un processus démocratique, elle est surtout l'expression d'une attente collective, d'un rêve partagé et d'une ambition commune pour le rayonnement de notre commune Sakété. Votre élection est le fruit d'un engagement constant et d'une volonté affirmée de servir l'intérêt général. Elle ouvre une nouvelle page de l'histoire de notre commune, une page que nous souhaitons voir écrite avec responsabilité, équité et détermination. Nous, sages de la commune de Sakété, sommes les gardiens de la mémoire, les dépositaires des traditions et les témoins des évolutions de notre cité. Nous portons les valeurs qui fondent notre vivre ensemble. Le respect de l'union, la solidarité
la cohésion sociale et la justice. Ces valeurs ne sont pas de simples mots. Elles constituent l'âme de notre communauté et d'avoir guidé chaque décision, chaque action, chaque politique publique. Monsieur le maire, nous vous encourageons à gouverner dans cet esprit. Soyez à l'écoute des plus humbles comme des plus influents. Je dis bien les plus humbles et les plus influents. Donc vous devez être à l'écoute de tout le monde. Faites en sorte que chaque citoyen, sans distinction, se sente concerné et respecté. Que chaque décision soit inspirée par le souci de bien commun et la recherche de l'équité. Les défis qui vous attendent sont nombreux et exigeants. L'amélioration des infrastructures de base, le renforcement de la cohésion sociale, la promotion d'une éducation de qualité pour notre jeunesse, la réduction du chômage, la promotion des métiers d'avenir, la protection de notre environnement et la valorisation de nos potentialités économiques, sociales, culturelles et touristiques. Mais nous avons foi à votre capacité à relever ces défis. Nous croyons fermement que par le dialogue, la transparence et l'inclusion, vous saurez bâtir une gouvernance participative et efficace. Nous tenons également à souligner que la mise en place de ce Conseil des sages émane d'une vision éclairée portée par l'honorable Olga Akitobi, députée à l'Assemblée nationale et soutenue par l'ensemble des sages et notables de notre commune. Cette initiative traduit la volonté de renforcer les mécanismes de concertation et d'ancrer davantage la gouvernance locale dans nos valeurs traditionnelles. Le Haut Conseil des sages vous assure de son soutien constant. Nous mettons à votre disposition nos orientations, nos conseils et notre disponibilité pour accompagner toutes les actions visant le développement réel, l'inclusif et durable de notre commune. Monsieur le maire, que votre mandat soit marqué par la sagesse dans les choix, la force dans l'action et la lumière dans la vision. Ensemble, dans l'unité, la fraternité, faisons de Sakété une cité de paix, de progrès et d'exemplarité. Une commune où chaque enfant peut rêver, où chaque jeune peut entreprendre, où chaque femme et chaque homme peut espérer et réussir. Au nom du Haut Conseil des sages, nous réitérons notre félicitation à toute nouvelle équipe communale et vous souhaitons plein succès dans l'accomplissement de vos différentes missions. Retour à présent sur les appréciations du maire Alexis Onuyogwu qui a salué la démarche et exprimé sa reconnaissance pour ses orientations tout en réaffirmant son engagement à œuvrer pour le développement de la commune. Il est toujours au micro de nos reporters. Désormais, Sakété a une voix authentique. Je prends l'engagement devant Dieu, devant les membres de nos ancêtres que je vais acter ça. Je vais œuvrer au conseil pour que le conseil communal valide. Je vais prendre un acte par rapport à ça. Parce qu'il y a trop de dérapage dans notre coin. Trop de dérapage. Il n'y a même pas... C'est-à-dire, avec ce conseil, la jeunesse qui est en dérapage là, vous allez voir, on a au moins, avec ce conseil, qui dit, ah, monsieur, venez nous voir, vous avez quoi? Tu as quoi avec telle personne? Regarde ton âge. C'est quoi? Où allons-nous? Il faut un creuset que les gens doivent vous respecter. C'est ça qui me manquait à Sakété. Tout est parti de là. Je me rappelle, mon papa, Kalis Omiale, père son âme, il a tenté à plusieurs reprises.
Et il a tenté. Nous savons comment ça a terminé. Ça a terminé en sortant. Mais avec ce signe, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Avec toutes les têtes pensantes, les têtes bénies que je vois de moment. Il y a encore d'autres têtes bénies qui vont nous attendre, que nous allons faire appel. Qu'ils veulent ou pas, ils vont venir. Ça, c'est tous. Ils vont venir. Nous allons travailler pour ça. Ils vont venir. Restons toujours dans le même registre. Après son installation à la tête de la municipalité de Cotonou, le nouveau maire suscite déjà de réactions au sein de la population. Les citoyens se prononcent sur les capacités de l'homme à porter plus haut la vitrine du Bénin. Des propos recueillis par une équipe de notre rédaction. Monsieur Luc Nyankadia, porté à la tête de la municipalité de Cotonou, c'est une très bonne nouvelle et très bonne chose pour la ville de Cotonou. En tant qu'ancien ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme, distingué à plusieurs reprises à l'international et cadre des Nations Unies, nous comptons sur la technicité, la maîtrise de l'homme, l'expérience de l'homme pour vraiment faire rayonner la mairie de Cotonou en ces temps de défis surtout liés à l'environnement et de révélation du Bénin et plus précisément de Cotonou. Monsieur Luc Nyankadia, je ne le connaissais pas jusqu'à sa nomination, surtout hier, et je ne connaissais pas qui il était vraiment. La gouvernance, c'est une continuité comme vous le saviez, et ce qu'on attend de lui, c'est qu'il continue ce que M. Luc Atroko avait déjà laissé, qu'il continue et qu'il fasse mieux que lui. Il peut faire beaucoup de choses. Il peut faire beaucoup de choses. Parce que le pays, le Bénin, est en plein chantier. En plein chantier de développement. Infrastructure, que ce soit social. Donc, il n'a qu'à porter ce chapeau-là et permettre au gouvernement d'atteindre son objectif. Nous espérons vraiment un point d'honneur sur l'assainissement, puisque Cotonou est la capitale économique du Bénin. C'est cette ville-là que les investisseurs, les touristes traversent en premier lorsqu'ils arrivent au Bénin. Et nous voudrions vraiment compter sur lui pour qu'il change davantage ce visage de Cotonou pour que nous continuions toujours pas à rester parmi les meilleures, les villes les plus propres d'Afrique et pourquoi pas du monde. Je voudrais bien dire au nouveau maire Luc Nyankadia que la jeunesse est là pour lui et la jeunesse est disponible pour lui. Et il y a aujourd'hui trop de jeunes qui sont à la recherche de l'emploi. Et je voudrais bien que son staff soit vraiment un staff dynamique, rempli de jeunes. Moi, je pense personnellement qu'avec son expérience à l'international, je pense qu'il peut davantage promouvoir l'intercommunalité en mettant à profit ses contacts pour que Cotonou puisse s'ouvrir davantage au monde. L'eurocommissaire à la prévention de la corruption, Jacques Mégan, a été reçu en audience par le président du Conseil économique et social, Conrad Baguizi, le mardi dernier. Une audience qui s'inscrit dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, qui passe par son engagement dans le renforcement des échanges et concertations avec les différentes institutions de la République. Suivons un extrait de sa déclaration. Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les membres du bureau, Mesdames, Messieurs les conseillers, je voudrais, au nom du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, et en mon nom personnel, vous exprimer notre profonde gratitude pour l'honneur que vous nous faites en accordant cette audience à notre délégation. Le Conseil économique et social, institution constitutionnelle de dialogue, de concertation et de conseil, occupe une place stratégique dans l'architecture de la gouvernance démocratique de notre pays.
par la diversité des forces sociales et professionnelles qu'il rassemble, il constitue un relais essentiel des aspirations citoyennes et un acteur majeur de la paix sociale et de la cohésion nationale. Pour le HCPC, la prévention repose fondamentalement sur l'adhésion des acteurs sociaux, la promotion de l'éthique publique et l'ancrage durable d'une culture d'intégrité. À cet égard, le Conseil économique et social apparaît comme un partenaire naturel et incontournable. L'objet de notre démarche est donc de jeter les bases d'une collaboration structurée fondée sur la complémentarité de nos missions respectives afin d'intégrer plus systématiquement la prévention de la corruption dans le dialogue social, l'analyse des politiques publiques et la sensibilisation des forces vives de la nation. Monsieur le Président du Conseil économique et social, nous sommes convaincus qu'une synergie entre nos deux institutions renforcera la crédibilité de l'action publique, consolidera la confiance des citoyens et contribuera efficacement à la promotion d'une gouvernance transparente, responsable. Le 14 février dernier, les enseignants béninois réunis au sein de la Ligue des enseignants ambassadeurs de Romuald Wardani ont officiellement lancé leurs activités dans une ambiance de détermination et d'engagement par cette initiative. Ils affichent clairement leur soutien à la candidature de Romuald Wardani à l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Le point du lancement avec nos confrères de ETélé. Regroupés au sein de la Ligue des enseignants ambassadeurs de Romuald Wardani, des enseignants béninois ont procédé ce samedi 14 février 2026 à la sortie officielle de leur mouvement. Il s'agit pour eux de démontrer leur soutien indéfectible à Romuald Wardani, candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2026. S'exprimant au nom de ses collègues, Victorien Vianou félicite le chef de l'État pour les réformes engagées dans le système éducatif avant de plaider pour une revalorisation de la fonction enseignante. C'est l'occasion de féliciter le chef de l'État, son Excellence le Président Guillaume Patrice Athanas Talon, pour les réformes opérées dans le système éducatif. Si nous, enseignants, avons décidé de nous mobiliser derrière le candidat Romuald Wardani, c'est pour qu'il fasse du système éducatif un levier très important. Nous souhaitons surtout la revalorisation de la fonction enseignante. Basile Ahossi, parrain de la Ligue, et Bertin Kouvi, coordonnateur national de la dynamique Wardani 2026-2040, exhortent quant à eux les enseignants à se mobiliser massivement et à intensifier la sensibilisation afin de garantir une forte participation au scrutin. Je voudrais que les prochaines élections suscitent beaucoup plus d'enthousiasme, donnent beaucoup plus de légitimité à notre candidat si c'est lui qui est élu. Et donc, en partant d'ici, nos missions, c'est de semer tout le pays dans vos écoles, les associations de parents d'élèves. Expliquez-leur qu'il faut qu'on donne du suffrage à notre candidat. Il faut que le taux de participation monte. À moins de 2 mois du scrutin du 12 avril 2026, votre mission devient décisive. 2 mois pour réveiller les consciences. 2 mois pour rappeler que la démocratie vit par la participation du peuple. Mon message est clair et simple. Mobilisation. Mobilisons pour que chaque citoyen sorte voter.
personne ne reste indifférent. Mobilisons pour que la voix du peuple s'exprime dans les urnes. Ainsi, cette sortie officielle marque le point de départ d'un engagement assumé et structuré des enseignants en faveur de leurs candidats. Reste désormais à transformer cette adhésion en une mobilisation effective sur l'ensemble du territoire national. Voilà, c'est sur cette information que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Merci pour nous avoir suivis. Agréable soirée à tous.